Solange Beaufort avait 62 ans lorsqu'elle a détourné son premier million d'euros et à 69 ans, lorsque la police a finalement frappé à sa porte, le montant total dépassait les 47 millions. Directrice financière de la Fondation Nouvelle Lumière, l'une des plus importantes organisations caritatives françaises, elle avait passé 7 ans à bâtir un système si élégant et complexe que même des auditeurs chevronnés ne l'avaient pas décelé pendant des années. Mais tout empire, même ceux bâtis sur des chiffres et des codes bancaires, finit par s'effondrer. Solange avait une apparence d'une douceur trompeuse. Cheveux gris relevés en un chignon lâche, lunettes de lecture toujours suspendues à une chaînette de perles, pull en cachemire aux teintes pastel, jupe arrivant aux genoux. Elle ressemblait à une gentille grand-mère préparant des biscuits pour ses petits-enfants, et non à une criminelle ayant dérobé des dizaines de millions destinés aux enfants malades et aux familles sans abri. Mais derrière ces doux yeux bruns se cachait un esprit brillant et totalement amoral, capable de calculs complexes et d'une rationalisation impressionnante. Veuve depuis 12 ans, suite au décès de Maurice Beaufort, un modeste fonctionnaire, Solange avait vécu des décennies durant dans une bourgeoisie respectable, mais aux revenus modestes. Ils avaient élevé 2 enfants qui vivaient désormais à l'étranger et ne leur rendaient que rarement visite. À la mort de Maurice, laissant derrière lui d'importantes dettes médicales et une pension insuffisante, quelque chose s'était brisé en Solange. Elle avait passé sa vie à être honnête, à travailler dur, à respecter les règles. Et pourquoi ? Mourir pauvre et oubliée ? Alors, lorsque l'occasion s'est présentée à la fondation où elle travaillait depuis 20 ans, Solange l'a saisie. Tout a commencé modestement. Quelques milliers d'euros détournés via de faux fournisseurs. Comme personne ne s'en apercevait, elle a intensifié ses efforts. Elle a mis en place un réseau complexe de sociétés écrans, de comptes bancaires dans des paradis fiscaux et de transactions fractionnées en montant suffisamment faible pour ne pas déclencher d'alertes automatiques. C'était un véritable chef-d'œuvre de fraude comptable. Grâce à cet argent, Solange a transformé sa vie. Elle s'est offert un élégant appartement dans le 7e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel. Elle a acquis un petit château en Normandie. Elle a voyagé dans des lieux dont elle avait toujours rêvé. Le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Patagonie. Elle s'habillait avec élégance, fréquentait des restaurants chics et vivait enfin la vie qu'elle estimait méritée. Et elle se justifiait parfaitement. La fondation était de toute façon mal gérée et l'argent était gaspillé en salaires administratifs exorbitants. Elle ne faisait que prendre sa juste part. Mais les systèmes de Ponzi et les pyramides de Ponzi finissent toujours par s'effondrer. Dans le cas de Solange, c'est le nouveau PDG, embauché pour moderniser la fondation, qui a ordonné un audit complet. Les auditeurs ont constaté des incohérences initiales, puis d'autres, et tout le système s'est écroulé comme un château de cartes. Il a fallu 6 mois pour remonter jusqu'à Solange. Une fois la piste établie, le procureur a émis un mandat d'arrêt. Thomas Mercier avait 27 ans lorsqu'il fut chargé de l'enquête sur Solange Beaufort. Plus jeune capitaine de la brigade financière de Paris, unité d'élite spécialisée dans la lutte contre la criminalité en col blanc, Thomas avait la réputation d'être impitoyable, brillant et incorruptible. Issu d'une famille de policiers, son père, son grand-père et son oncle avaient tous exercé cette fonction. Le droit était pour lui une véritable vocation. Thomas était beau d'une beauté austère, cheveux blonds courts à la militaire, yeux bleus glaciers qui semblaient de percer les mensonges, mâchoire toujours légèrement crispée, comme s'il ruminait sa colère. Il portait des costumes sombres bon marché mais bien coupés, et se tenait avec la rigidité de quelqu'un qui ne s'autorisait jamais à se détendre. Ses collègues l'appelaient « robot » dans son dos, mi-affectueusement, mi-inquiétant. Thomas n'avait pas de vie sociale, pas de relations durables, pas de loisirs en dehors du judo, qu'il pratiquait 3 fois par semaine. Il vivait pour le travail, rien que pour le travail. Le matin où ils allèrent arrêter Solange, Thomas dirigeait une équipe de 6 agents. Il avait étudié l'affaire avec obsession pendant des semaines, mémorisant chaque transaction, chaque faux compte, chaque mensonge qu'elle avait inventé. Il s'attendait à trouver un monstre.
une femme calculatrice et froide qui avait volé des enfants malades sans le moindre remords. Il trouva une femme de 69 ans, vêtue d'un peignoir de soie, une tasse de café à la main, qui ouvrait une porte et semblait plus surprise qu'effrayée. Solange jeta un coup d'œil au mandat, puis à Thomas et son équipe. D'un ton calme, elle déclara « Je vais me changer. Vous pouvez attendre ici ou me suivre si vous pensez que je vais me jeter par la fenêtre du 4e étage. » Désarmé par son sang-froid, Thomas accepta d'attendre. Elle revint 10 minutes plus tard, impeccablement vêtue d'un tailleur Chanel gris, les cheveux coiffés et le maquillage appliqué. Elle tendit les poignets pour qu'on lui passe les menottes, comme si elle offrait son bras pour une danse. Au commissariat, Thomas mena le premier interrogatoire. Il s'attendait à des dénégations, des larmes, des protestations d'innocence. Au lieu de cela, Solange a tout avoué immédiatement. Oui, elle avait détourné 47 200 000 € sur 7 ans. Non, elle n'avait pas de complice. Oui, elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Non, elle n'éprouvait aucun remords particulier. Thomas fut sidéré par cette franchise brutale. Il demanda pourquoi, s'attendant à une histoire tragique de détresse. Solange répondit simplement « Parce que je le voulais, parce que j'ai passé 60 ans à suivre les règles et à vivre dans la pauvreté, parce que la société considère les femmes de mon âge comme invisibles et sans valeur, parce que si je dois mourir pauvre de toute façon, autant profiter de quelques belles années d'abord. » Il y avait dans sa façon de parler, sans apitoiement, mais avec une colère froide et articulée, quelque chose qui troublait Thomas. Il avait passé toute sa carrière à arrêter des criminels qui se croyaient malins, qui niaient tout, qui pleuraient une fois pris. Solange ne faisait rien de tout cela. Elle acceptait sa capture comme une fatalité, presque comme un soulagement. Pendant les semaines qui suivirent, tandis que l'affaire progressait dans le système judiciaire, Thomas devint obsédé, non seulement par l'affaire, mais surtout par Solange. Il lui rendait fréquemment visite en détention provisoire, officiellement pour obtenir des informations supplémentaires pour l'accusation. Mais en réalité, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Comment une femme qui ressemblait à une grand-mère avait-elle pu élaborer un plan aussi sophistiqué ? Comment avait-elle pu vivre pendant des années en sachant qu'elle finirait par être arrêtée? À quoi pensait-elle maintenant, face à des décennies de prison? Solange, quant à elle, trouvait l'attention de Thomas curieuse et légèrement amusante. Elle le voyait comme un produit d'un système qu'elle avait rejeté, un jeune idéaliste qui croyait en la justice et l'ordre, qui respectait les règles sans jamais se demander si elles étaient justes. Lors des interrogatoires, elle commença à le provoquer sur le plan philosophique. Elle lui demanda s'il pensait vraiment que le système était juste quand des milliardaires dissimulaient légalement leur fortune dans des paradis fiscaux, tandis qu'une vieille femme qui volait pour survivre était considérée comme une criminelle. Thomas insistait sur le fait que la loi était la loi, qu'elle avait volé une œuvre de charité, des gens dans le besoin. Solange rit. La fondation gaspillait 60% des dons en frais administratifs. Elle n'était qu'un intermédiaire plus efficace. Et que dire des riches qui donnaient pour bénéficier de déductions fiscales et non par pure bonté? Tout le système était corrompu. Elle ne faisait que reconnaître honnêtement en y participant. Leurs débats devinrent de plus en plus intenses et personnels. Thomas se surprenait à méditer sur ses arguments la nuit, cherchant la moindre faille logique. Solange, quant à elle, anticipait ses visites, préparant des sujets de conversation pour le pousser à remettre en question ses convictions. Une tension intellectuelle inédite s'était installée entre eux. 3 mois après son arrestation, l'avocat de Solange négocia un accord de plaidoyer. Elle restituerait tous les biens qu'elle possédait encore, soit environ 21 millions de dollars en propriété et comptes bancaires récupérables, et bénéficierait d'une peine réduite à 8 ans au lieu des 25 ans encourus. Le parquet accepta, sachant que le recouvrement des fonds primait sur une peine exemplaire. Thomas aurait dû être satisfait. Au lieu de cela, il éprouva un sentiment de perte. Le jour où Solange fut officiellement condamnée et transférée dans un pénitencier de longue durée à Rennes, Thomas était présent dans la salle d'audience. Alors qu'on l'emmenait menotter,
Elle le chercha du regard dans la foule et esquissa un sourire. Un petit sourire triste, qui disait qu'elle savait que cela arriverait, mais qu'elle appréciait le jeu. Thomas ressentit une vive douleur à la poitrine. Il aurait dû passer à autre chose. L'affaire était close, mais il n'y arrivait pas. Il a commencé à rendre visite à Solange à Rennes, à 3 heures de Paris, toutes les 2 semaines. Officiellement, c'était pour des formalités administratives. En réalité, il était devenu obsédé par elle d'une manière inexplicable et injustifiable. Solange l'a bien sûr remarqué. Lors d'une visite particulièrement tendue, 6 mois après son incarcération, elle l'a finalement confronté. « Pourquoi venez-vous toujours ? L'affaire est classée. Il n'y a aucune raison professionnelle. » Thomas a tenté de se justifier en prétextant qu'il devait s'assurer qu'elle respecte les termes de l'accord. Solange l'a interrompu. « Vous venez parce que vous ne me comprenez pas. Et cela vous perturbe parce que vous avez besoin que le monde ait un sens, que les criminels soient mauvais et les policiers bons. Mais je ne rentre pas dans vos cases. » Thomas, pour la première fois depuis des années, perdit son sang-froid. Il admit qu'elle avait raison, qu'il ne la comprenait pas. Comment une personne assez intelligente pour concevoir un stratagème aussi élaboré pouvait-elle gaspiller son intelligence en volant ? Comment pouvait-elle dormir la nuit en sachant que son argent aurait dû aider des enfants ? Comment pouvait-elle ne ressentir aucun remords ? Solange garda le silence un long moment. Puis elle dit quelque chose qui changea tout. « Je ressens des remords, chaque jour, mais pas pour ce que vous croyez. Je ne regrette pas d'avoir volé un système corrompu. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, d'avoir gâché des décennies à être honnête et malheureuse. Je regrette d'avoir finalement vécu pour finir en prison. Et je ressens quelque chose d'encore plus étrange, de la gratitude envers vous, parce que vous êtes la seule personne qui me voit vraiment comme un être humain, et non comme une simple criminelle. » L'aveu planait entre eux. Thomas comprit qu'elle avait raison. Il ne la voyait plus seulement comme une criminelle. Il voyait une femme complexe qui avait fait des choix terribles, mais compréhensibles. Une femme brillante, imparfaite et profondément humaine. Et il était obsédé, non seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Thomas murmura « Ce n'est pas normal. Je suis le policier qui vous a arrêté. Vous êtes une criminelle qui purge une peine. Il ne peut rien y avoir entre nous. » Solange sourit tristement. « Je sais. Mais les sentiments se moquent des règles, n'est-ce pas ? » Dans les mois qui suivirent, les visites de Thomas devinrent essentielles à leur vie à tous deux. Pour Solange, elles étaient les seules à rompre la monotonie de la vie carcérale. Pour Thomas, c'étaient les seuls moments où il s'autorisait à ressentir autre chose que le devoir. Il parlait pendant des heures, de philosophie, du droit et de la morale, de regrets et de rêves. Thomas évoquait la pression liée à ses origines familiales de policier, ce sentiment constant de ne jamais être à la hauteur. Solange parlait d'un mariage sans passion, d'années de pauvreté douce, d'une colère qui avait fini par exploser. L'obsession s'intensifia. Thomas se mit à rêver de Solange. Il se réveillait en pensant à tout ce qu'il voulait lui dire. Il cessa de sortir avec ses collègues, de faire quoi que ce soit d'autre que le travail et ses visites à Rennes. Ses supérieurs remarquèrent le changement et lui demandèrent si tout allait bien. Il mentit et répondit que oui. Solange était elle aussi obsédée. En prison, elle écrivait de longues lettres à Thomas qu'elle n'envoyait jamais, remplissant des carnets de pensées et de sentiments. Elle rêvait d'un monde où il serait simplement 2 personnes sans passé commun. Mais c'était impossible, absolument impossible. L'improbable se produisit un jour, 14 mois après l'arrestation de Solange. Thomas reçut un appel urgent. Une violente émeute avait éclaté à la prison de Rennes. Plusieurs détenus étaient blessés. Solange était parmi eux, dans un état critique, et avait été transportée aux urgences. Thomas laissa tout tomber et conduisit pendant 3 heures à une vitesse dangereuse. Elle l'a trouvé sur un lit d'hôpital, branché à des machines, le visage tuméfié et couvert de bleu suite à une violente agression. Une infirmière lui a expliqué qu'une bande de jeunes détenus l'avait attaquée, lui volant des effets personnels et la rouant de coups lorsqu'elle a résisté. Elle avait des côtes cassées, un poumon perforé et un traumatisme crânien.
Elle allait survivre, mais sa convalescence durerait des mois. Thomas s'assit à son chevet, et pour la première fois depuis l'adolescence, il pleura. Il lui tenait délicatement la main, attentif au tube et au moniteur, et murmura « S'il te plaît, ne meurs pas. Pas maintenant, maintenant que j'ai enfin admis que je ne peux pas vivre sans toi. » Solange ouvrit lentement les yeux. De ses lèvres gonflées, elle murmura « N'importe quoi, tu vivras très bien. » Mais Thomas secoua la tête. « Non, tu es devenu le centre de tout. Je sais que c'est mal, je sais que c'est impossible, mais je suis obsédé par toi. Je t'aime d'une façon que je ne devrais pas, mais je ne peux pas m'en empêcher. » La confession aurait dû rester confidentielle. Mais une infirmière présente dans la chambre a tout entendu et, comme c'est souvent le cas dans le milieu médical, l'histoire s'est répandue. Quelques semaines plus tard, les supérieurs de Thomas ont appris qu'il rendait visite à une détenue qu'il avait arrêtée et avec laquelle il avait entretenu une relation inappropriée. Une enquête interne a été ouverte. Thomas fut convoqué devant un tribunal disciplinaire. Les accusations étaient graves. Manquement à la déontologie, conflit d'intérêts, possible compromission de l'affaire. Il aurait pu tout nier, prétendant que ses visites étaient purement professionnelles, mais il était las de mentir, surtout à lui-même. Il a tout avoué, les visites fréquentes, ses sentiments, son obsession. Il a affirmé n'avoir jamais compromis légalement l'affaire, que la condamnation de Solange était juste et fondée sur des preuves. Mais oui, il avait éprouvé pour elle des sentiments inappropriés. Le tribunal a délibéré pendant des semaines. La décision finale fut la suivante. Thomas serait suspendu 6 mois sans solde et dessaisi définitivement de toute affaire concernant Solange Beaufort. S'il entrait de nouveau en contact avec elle pendant son incarcération, il serait licencié. C'était une sanction sévère, mais elle aurait pu être pire, un licenciement pur et simple. Thomas accepta la décision. Mais durant sa suspension, il prit une décision radicale. Il démissionna. Il envoya une lettre officielle déclarant qu'il ne pouvait plus exercer une fonction où ses convictions et son devoir étaient en conflit direct. Après 12 ans de service dans la police, il quitta les forces de l'ordre. Tes collègues pensaient que tu avais perdu la raison. Ta famille était anéantie, y voyant une trahison de l'héritage familial. Mais Thomas a finalement pris une décision guidée par son intuition et non par le devoir. Et il se sentait plus libre que jamais. Mais voilà le problème. Il ne pouvait toujours pas voir Solange. Elle était encore emprisonnée pour 6 ans. Et même après sa libération, leur relation serait scrutée, jugée, et pourrait même être utilisée contre elle dans de futures procédures judiciaires. C'était toujours impossible. Thomas trouva un emploi dans le secteur privé, comme consultant en sécurité pour des entreprises. C'était mieux payé que dans la police, mais profondément insatisfaisant. Il envoyait des lettres à Solange par l'intermédiaire de son avocat, évitant tout contact direct qui aurait enfreint les termes de leur contrat. Elle lui répondait par le même biais. C'étaient des lettres soigneusement rédigées, conscientes qu'elles étaient probablement surveillées, mais elles parvenaient à exprimer des sentiments sincères. Les années passèrent lentement. Solange se comporta bien en prison, participant à des programmes de réinsertion, même s'ils savaient, tous deux, que ce n'était qu'une mascarade. Une fois sa peine purgée, elle fut libérée après 5 ans et demi. Thomas l'attendait devant les portes de la prison à sa sortie, non pas pour la récupérer officiellement, mais simplement pour être là. Ils se fixèrent longuement du regard. Solange avait 74 ans, les cheveux entièrement blancs, le corps affaibli par des années d'incarcération. Thomas avait 32 ans et des rides d'expression marquaient son visage, absente 6 ans auparavant. Mais, lorsqu'ils s'étreignirent, ce fut comme un retour aux sources. Il y eut, bien sûr, des complications. Solange fut placée sous probation pendant 2 ans et demi supplémentaires, assortie de restrictions sévères. Thomas fut étiqueté à jamais comme un ancien policier ayant entretenu une relation avec une criminelle. La société les jugea sans pitié. Elle était une vieille voleuse, lui un imbécile qui avait gâché sa carrière. Mais il n'en avait plus rien à faire.
Solange s'installa dans un modeste appartement en banlieue parisienne, le seul qu'elle pouvait se permettre compte tenu de ses finances exsangues. Thomas l'aida à s'installer, la guidant à travers les méandres administratifs de sa réinsertion. Peu à peu, ils reconstruisirent leur vie ensemble. Des dîners simples, des promenades dans les parcs, des conversations interminables qui prolongeaient les années de visite en prison. L'obsession s'est muée en amour mûr. Ce n'était plus la passion ardente de la jeunesse, mais un lien profond forgé dans l'adversité. Ils se connaissaient comme peu de couples se connaissent, à travers les pires moments, les jugements brutaux, les années de séparation forcée. 5 ans après la libération de Solange, alors âgée de 79 ans, et Thomas de 37, ils se marièrent lors d'une cérémonie civile intime. Seuls quelques amis étaient les présents, ceux qui ne porteraient aucun jugement. Solange portait une simple robe bleu marine. Thomas, quant à lui, avait choisi un costume spécialement pour l'occasion. Au moment d'échanger leurs vœux, ils pleurèrent tous deux. Elle, de gratitude pour cette seconde chance inespérée. Lui, de soulagement de pouvoir enfin dire à voix haute qu'elle était sienne. Leur histoire devint légendaire dans certains milieux. Un policier idéaliste et un criminel en col blanc. D'abord ennemi, puis obsédé, puis amant. Des journalistes tentaient parfois de les interviewer pour des reportages à caractère humain. Ils refusaient systématiquement. Ce n'était pas une histoire destinée à divertir. C'était leur vie, complexe, imparfaite, et pourtant si réelle. Thomas ne retourna jamais dans la police. Il finit par trouver un sens à sa vie en travaillant pour une organisation qui aidait les anciens détenus à se réinsérer dans la société, mettant à profit son expérience des deux côtés de la loi. Solange, dotée d'une intelligence remarquable, s'engagea bénévolement dans l'enseignement des compétences financières aux femmes à faible revenu, une situation qui ne lui échappait pas. Lorsque Solange mourut à 86 ans, Thomas en avait 44. Elle avait vécu 7 ans de plus que l'espérance de vie d'une femme ayant passé des années en prison. Thomas était à ses côtés, lui tenant la main comme il l'avait fait ce jour terrible à l'hôpital, des années auparavant, où il avait failli la perdre. Ses derniers mots furent « Tu m'as sauvé la vie d'une manière dont je ne saurais jamais te remercier. Tu ne m'as pas sauvé de la prison, mais tu m'as sauvé d'une mort où je me sentais comme si personne ne m'avait jamais vraiment vu. » Thomas, les larmes aux yeux, répondit « Tu m'as appris que le monde n'est pas noir et blanc, que justice et moralité ne sont pas toujours synonymes, que l'amour peut naître là où on s'y attend le moins. » Aux obsèques, des inconnus étaient présents, d'anciens collègues de Thomas qui avaient fini par comprendre son choix, des femmes à qui Solange avait enseigné en prison et qui gardaient un souvenir ému d'elle, des clients de Thomas qui respectaient son intégrité complexe. Il n'y avait pas de frontière nette entre son camp et le sien, car leurs vies étaient devenues inextricablement liées. La vérité derrière leur histoire, c'est que parfois l'amour naît du conflit, que des ennemis peuvent devenir amants lorsqu'ils se voient vraiment, que l'obsession, lorsqu'elle repose sur le respect et le défi intellectuel, peut se transformer en un véritable partenariat, et que la société a beau juger, au final, 2 personnes qui se choisissent, malgré toutes les difficultés, sont plus courageuses que celles qui empruntent la voie de la facilité. Solange a détourné 47 millions d'euros et l'a payé de plusieurs années de liberté. Mais elle a aussi gagné quelque chose d'inattendu, un homme qui l'aimait, non pas malgré ses défauts, mais avec eux. Thomas, quant à lui, a sacrifié une carrière qui définissait son identité. Mais il a gagné une vie qu'il avait véritablement choisie, au lieu de l'hériter. Et que dire des événements improbables qui se sont produits lorsque la police a frappé à la porte? Il ne s'agissait pas d'une simple rédemption, ni de la réforme d'un criminel. C'était bien plus complexe et authentique, une rencontre entre 2 personnes qui ont remis en question leurs préjugés respectifs, qui ont transformé l'antagonisme en compréhension, qui ont prouvé que l'amour peut naître même dans les endroits les plus improbables. C'était un rappel que nous sommes tous bien plus que les pires choses que nous ayons faites et que parfois, celui qui nous emprisonne peut devenir celui qui nous libère.